Nouvelle édition d'information sur Bonsolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette information. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu ce lundi 5 mai à l'entrepôt central de la CENI à Kingaboua pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et de contrôle de la fonctionnalité de matériel électoral. Reportage. Un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kingaboua pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et de contrôle des fonctionnalités des matériels électoraux. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales, déclare Denis Kadima. Nous avons lancé la feuille de route pour les élections de 2028 et cela fait un mois. Je voulais faire un peu un état des lieux pour savoir comment les étapes de cette feuille de route sont accomplies. L'une des étapes les plus importantes est l'inventaire, l'examen des fonctionnalités de ce matériel. Ça nous permet de savoir, par exemple, en ce qui concerne les kits d'enrôlement, de savoir quels sont les problèmes majeurs qui se posent. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer les leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps et nous allons bien évoluer. Donc, je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Cependant, cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. Et au cours d'un atelier de renforcement de capacité organisé ce lundi à l'intention des inspecteurs de l'inspection générale de la police et de cadres de la police de circulation routière, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, qui a fait de la professionnalisation de la police son leitmotiv, a dénoncé les actes qui, selon lui, sapent le fondement de l'État de droit prôné par le chef de l'État et s'active pour de sanctions fermes contre le brebis galeuse. Reportage. Face aux abus et dérives qui caractérisent certains éléments de la police de circulation routière à Kinshasa, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, haussent les tons et s'insurgent contre cette réalité qui ternit l'image de cette unité de la police nationale congolaise. Vous devez rompre avec les antivaleurs, les anciennes pratiques incompatibles avec l'esprit de la réforme de la police nationale congolaise. Chaque agent de la PCR doit comprendre que sa mission est non seulement un devoir, une obligation, mais qu'elle implique une responsabilité permanente envers nos populations. Monsieur l'inspecteur général, j'en demande plus et j'en veux plus. Car aujourd'hui, il est un constat indéniable et personne ne peut dire le contraire. La circulation sur nos routes ne rassure pas. Elle ne sécurise plus. Alors, plus personne. Dans l'exercice de ses missions, l'inspection générale doit davantage veiller à l'application rigoureuse des normes professionnelles, à la sanction des abus, à l'instauration d'une discipline stricte et constante. Monsieur l'inspecteur général, arrêtez-moi ces policiers véreux et mafieux. Nous avons besoin d'une police exemplaire. Organisé à l'intention des inspecteurs de l'inspection générale de la police et des cadres de la police de circulation routière, cet atelier de 3 jours axé sur l'identification des antivaleurs, notamment des tracasseries policières dans toutes ses formes,
vise à ressortir les solutions durables aux problèmes des embouteillages ainsi que les politiques illégales enracinées au sein de la police. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, s'est rendu ce mardi 6 mai dans le quartier Punda, situé dans la commune de Ngaliema, sur l'axe Lalou, où une érosion de près de 3 km menace gravement les habitations et les infrastructures de cette zone de la capitale. Dans le cadre de ses attributions sur la gestion des catastrophes, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Luko, s'est rendu dans le quartier Punda, situé dans la commune d'Engaliema sur l'axe Lalou, où une érosion de près de 3 km menace gravement les habitants et les infrastructures de cette zone de la capitale. Cette descente vise à évaluer l'ampleur des dégâts et à annoncer les premières mesures d'urgence prises par le gouvernement pour enrayer la progression de ces phénomènes particulièrement actifs en cette période de fortes pluies, a relevé le VPM devant les habitants des Punda. Totindami na Tata Mokonzi, président de la République, na Mama Première ministre, bayoka ki situation eleka ki na quartier awa baloba ki na biso toya kotala toye bakozwa ba disposition awa tokozwa ba mesure d'urgence oyo ekofaciliter biso po tokoka ko gérer érosion oyo pendant période ya mbula oyo. Le patron de la territoriale a également annoncé les débuts dès cette semaine de premières interventions d'urgence visant à stabiliser la zone affectée. Accompagné du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, du directeur général de l'Office d'ivoirie et drainage, ainsi que de plusieurs responsables, notamment ceux de la cellule permanente d'alerte et d'urgence, le VPM Chabani Luko a précisé que de grands travaux seront lancés après la saison des pluies afin d'apporter une solution durable à cette menace. Donc à partir de la semaine oyo, beaucoup de monde a travaux mususu ekosalema awa. Mais ekosenga implication na bino bana ya quartier boko ka kolandela ba instruction oyo ville ya Kinshasa na gouvernement bakozwa pona ba travaux oyo eko permettre to stabiliser na nous érosion oyo. Cette initiative revêt une importance capitale non seulement pour la protection des habitations environnantes, mais également pour la préservation de la route nationale numéro 1, un axe stratégique reliant Kinshasa à la province du Congo central, essentiel pour l'économie nationale. À Kinshasa, le contraste entre le délabrement urbain et la promesse de renouveau est saisissant. Le tronçon Nyangwe, autrefois fluide, est aujourd'hui le symbole d'un chaos quotidien marqué par des embouteillages et la création d'un marché illégal où l'insalubrité est manifeste. Alors que les travaux de réhabilitation offrent un souffle d'espoir, la population reste partagée entre un optimisme prudent et la crainte d'un énième abandon. Le reportage de Fiston Chanto, Onguendi et Jérôme Luzolo. La ville de Kinshasa se meurt du jour le jour. Pourtant, la capitale d'un grand pays. Dorénavant, le siège des institutions régorge plusieurs mots. Les tronçons Nyangwe, autrefois artère de passage fluide, est aujourd'hui théâtre d'un chaos urbain qui s'éternise malgré les efforts que le gouvernement essaye d'apporter. Une descente sur le terrain révèle une situation inquiétante. Des nids de poules profonds ont rendu l'une des allées complètement impraticable, obligeant le véhicule, moto et autres engins à se rabattre sur l'unique bande encore utilisable. Au centre de ces allées, un marché pirate s'est créé et ces derniers réduit davantage l'espace de circulation. La manière dont le marché est situé au milieu de la route nous cause de nombreuses difficultés. Souhaitons qu'il soit délocalisé afin d'améliorer la fluidité de la circulation. Les véhicules roulent et les personnes vendent leurs vêtements sur le marché. Ils aménageront de cette manière, mais au bout de compte, ils s'arrêteront, leur demandant de poursuivre les travaux jusqu'à la fin. Le croisement Mouchi-Nyangwe et Kibokolo-Nyangwe sont devenus de véritables nœuds de congestion, klaxons et rythmant le quotidien. Comme pour contraster avec ces désordres, deux bars logent la chaussée, un contraste frappant entre insouciance et frustration. Les difficultés
sont vraiment nombreuses, comme vous les constatez. Vous pouvez voir même derrière moi, vous voyez, il y a de la boue. Cette route, jadis, était asphaltée, mais actuellement, on ne peut pas le reconnaître. Vous voyez, la route est totalement délabrée. De travaux de réhabilitation sont désormais bien visibles et leur avancement est cette fois palpable. Deux ouvriers s'activent, les engins sont en mouvement, redonnant ainsi un souffle d'espoir chez les habitants de ces camps qui ont salué les efforts en cours. Niangoy incarne ainsi à la fois l'espoir d'un renouveau urbain par des trop longs mois d'attente. La commune de Lintélé a été rendue propre le week-end dernier par sa population qui s'est engagée à l'assainir afin qu'elle soit comparable à d'autres. Témoins de l'événement, Mathieu Mbouyi et Chrétien Gaïmé. Balai, bâche et brosse, voilà les outils utilisés par la population de la commune de Ntélé et qui reste déterminée à rendre son milieu propre tout en s'inscrivant dans la dynamique du Salongo organisé par l'ONG NIPA le week-end dernier dans cette municipalité. Cette activité qui vise un seul objectif a été saluée par les autorités locales présentes. Elles ont, à cette occasion, félicité et encouragé la population de ce coin de la capitale pour cette initiative. Je suis profondément touché par cette initiative citoyenne d'assainissement de notre environnement. Elle incarne une prise de conscience collective essentielle. L'assainissement ne doit pas être perçu comme un acte isolé, limité en un seul jour, mais comme un engagement permanent, une culture à ancrer dans nos habitudes quotidiennes. Car un environnement propre, c'est une population en bonne santé. Biso tozali commune ya sika, mais toza commune urbano-rurale. Commune ya Ntsele eza rekilete, commune ya Ntsele eza sollicité na autorité nyonso. Pour koyebaka ke awa toyebelgaka même chef de l'État. Toyebelgaka président de l'Assemblée nationale, abandaka na Ntsele. Commune ya Ntsele eza koyebelge plusieurs ministres. Donc yango wana prince na biso. Acteur nyonso principal na biso fais à la propre. Moi je pense qu'avec la commune de Lantélé et on ne gêne pas c'est possible. Quelle est l'importance de cette initiative? Le président de la dite ONG explique. Ce sont des autochtones de Lantélé qui sont en train de faire ces travaux que vous êtes en train de voir. La difficulté que nous avions ici, il n'y a pas de caniveau et la difficulté au moment où il y a la pluie, donc les gens ne savent pas comment circuler. Par ailleurs, le président de l'ONG a fait appel aux autorités compétentes pour mettre tout en œuvre en vue de construire des caniveaux qui permettront d'évacuer les eaux vers un endroit approprié. Devant les installations de Bossolo Télévision ce mardi 6 mai 2025, un groupe de femmes veuves et d'orphelins issus des différents camps militaires de Kinshasa a exprimé son ras-le-bol face à la suspension de leur pension alimentaire pour le mois d'avril. Selon le manifestant, cette décision a été prise sans préavis, laissant ces familles dans des conditions sociales très précaires. Suivez leurs propos recueillis par Exaucé Kisoka Kiandila. Depuis décembre, janvier, tout ça, contrôle. Nous avions tous fait le contrôle. Depuis janvier jusqu'à mars, nous avions été servis sans problème. Depuis avril, on a suspendu notre pension alimentaire et on nous informe que l'ordre vient du général Tango Fort et du ministre de la Défense. Voilà pourquoi nous venons réclamer nos droits. Nous avions l'habitude de récupérer notre argent à la banque sans problème. Mais pour le mois d'avril, nous n'avons pas été servis. On nous demande d'aller au QG, on nous dit de voir ceux qui ont effectué le contrôle. Nous nous sommes rendus à 2 rues, là où on nous informe que les orphelins de plus de 25 ans ne doivent plus recevoir de pension, et ça nous avons compris. Nous nous sommes rendus à la défense, mais c'était le même discours et qu'ils n'avaient rien à faire. Ce qu'ils font n'est pas normal. Nous voulons être rétablis dans nos droits. Il surtout a dépassé déjà l'âge à 25 ans à cause du sous-mongo. Il y a des surtout tokangaki. Bazongi c'est la biso ba droit na biso. On fait les soda quand on a problème.
L'actualité sportive à présent s'imposant 3-1 face à la République centrafricaine ce lundi 5 mai. Le Léopard U20 de la RDC ont écrit une page d'histoire en enregistrant leur toute première victoire dans une phase finale de la CAN U20, une performance qui relance leurs ambitions et le place en tête du groupe C avant une dernière journée décisive face au Sénégal. Grady Ponché. Au stade de Suarez, en Égypte, la République démocratique du Congo a réalisé un véritable exploit en dominant la République centrafricaine 3-1 pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Cette victoire, la toute première de l'histoire des Léopards U20 dans cette compétition, permet à la RDC de prendre la tête du groupe C avec 4 points en 2 matchs. Pourtant, la rencontre avait mal commencé pour les Congolais, menés dès la 10e minute de jeu. Mais le jeune Léopard, porté par un mental d'acier, ont rapidement réagi. L'égalisation est venue à la 42e minute grâce à Noah Makanza qui récidivera au retour des vestiaires en signant un doublé à la 51e minute. Le but du break, synonyme de libération, est intervenu peu après à la 59e minute sur une réalisation de Samuel Tanda, auteur de son deuxième but dans le tournoi. Sous la houlette de l'entraîneur Guy Boukassa, les Léopards U20 ont livré une prestation solide et convaincante. Cette victoire historique ne fait pas que raviver les espoirs des qualifications pour le quart de finale. Elle marque aussi l'avènement d'une génération ambitieuse, prête à faire rayonner le couleur de la RDC sur la scène continentale. Il ne reste plus qu'un match de poule face au Sénégal prévu ce jeudi. Une rencontre qui s'annonce décisive, mais les Léopards U20 peuvent désormais l'aborder avec confiance, fort de leur position de leader et d'un moral regonflé à bloc. Et l'actualité au-delà de nos frontières, le président américain Donald Trump s'est félicité des efforts consentis par son pays pour régler la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à la base de la détérioration sécuritaire dans la région de Grand Lac. Au cours d'un entretien avec la presse américaine mardi 6 mai 2025, il confirme la conclusion imminente d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. La veille, Massad Boulos, le conseiller principal de Trump pour l'Afrique au département d'État américain, a annoncé que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont remis leur contribution qui constitue un avant-projet d'accord de paix comme prévu dans la déclaration de principe signée à Washington sous l'égide des États-Unis. Les deux pays s'étaient engagés lors d'une rencontre tenue le 26 avril à Washington à présenter un texte commun au plus tard le 2 mai 2025. Sous pression, le régime militaire nigérien met subitement fin à sa coopération en matière de renseignement avec Moscou et Ankara, une rupture qui expose l'ampleur de la crise sécuritaire et les divisions internes sur le terrain. Le militaire commence à contester de plus en plus l'autorité de Niamey. Edouard Chama pour le détail. Les Niger ont les liens avec Moscou. En pleine tournante sécuritaire, les autorités militaires de Niamey ont discrètement mis fin aux accords de coopération en matière de renseignement avec la Russie et la Turquie. Selon des sources sécuritaires confirmées par le média Zogazola, la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure a dénoncé la faiblesse opérationnelle des équipements et des techniciens fournis par le partenaire russe et turc, notamment dans les domaines d'interception téléphonique. Ces désengagements brutaux s'accompagnent d'une crise interne dans le rang militaire. À Tilaberi, dans l'ouest du pays, les soldats ont commencé à désobéir aux ordres après la disparition des 135 membres de la garde nationale lors d'une embuscade attribuée à l'État islamique dans le Sahel. L'absence de réaction du haut commandement a provoqué un vif mécontentement sur le terrain. La rupture dans les domaines de renseignement avec la Russie, initialement présentée comme un pivot stratégique post-français, symbolise aujourd'hui une stratégie de sécurité en grande difficulté. Le pays déjà suspendu de la CEDEAO semble désormais pris au piège d'une double crise. Une défiance de ses alliés internationaux et une désobéissance militaire qui menace l'équilibre du régime. Situé en Afrique de l'Ouest, le Niger fait face à de profonds défis économiques et humanitaires.
Malgré une croissance agricole prometteuse, près de 45,3% de la population vit encore dans l'extrême pauvreté, un taux qui pourrait diminuer à 35,8% d'ici 2027. Selon la Banque mondiale, en 2025, quelques 4,8 millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire, dont plus de 3 millions d'une assistance alimentaire urgence. Et pour terminer, les congrégations générales se sont ouvertes lundi 5 mai au Vatican en amont du conclave prévu le 7 mai pour élire le successeur du pape François. Et ces derniers renonçaient à sa charge pour des raisons de santé, ouvrant ainsi la voie à l'élection du 267e pontife de l'histoire de l'Église catholique. Images et commentaires. Au total, 133 cardinaux âgés d'au moins de 80 ans participeront au vote après le retrait des 2 d'entre eux pour raison médicale. Originaires de 71 pays, ils forment le collège électoral le plus diversifié jamais réuni pour un conclave qui est le plus grand et le plus international jamais organisé. En conséquence, la résidence Sainte-Marthe manque de place et certains seront logés à Santa Marta Vecchia, un bâtiment voisin habituellement utilisé pour héberger les fonctionnaires du Vatican. Alors que les spéculations vont bon train, plusieurs cardinaux appellent à la prudence. Il faut du temps pour choisir un pape, a confié le cardinal irakien Louis Raphaël Sacco à la presse. Une position partagée par le français Jean-Paul Visco, il y a beaucoup de personnalités qui pourraient être pape. Je suis serein, nous prendrons les temps nécessaires. Les scrutins se déroulera à huis clos dans la chapelle Sixtine, selon les règles établies par la Constitution apostolique. Une majorité de 2/3, soit 89 voix, sera requise pour désigner le nouveau chef spirituel de l'Église catholique. Les cardinaux ont juré de garder le secret sous peine d'excommunication s'ils révèlent ce qui se passe au conclave et il leur est interdit de communiquer avec le monde extérieur, nous confie un cardinal sous anonymat, joint au téléphone par la rédaction de Bosso Télévision, rappelant que le signal téléphonique à l'intérieur de la petite cité-État sera coupé mercredi à partir de 15h, heure locale, jusqu'à l'élection. Mais cela ne concernera pas la place Saint-Pierre, conclut-il. Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Davina Chimanga et Abigail Montpied, réalisée par Gédéon Chitumbi et Chrétien Gaëmé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Bossolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.